Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Au cœur de Makoko, là où les maisons de bois sur pilotis surplombaient les eaux sombres, vivait une jeune fille dont l'existence était à peine connue au-delà des murs branlants de son bidonville. Elle s'appelait Sophia Clément. Mince, avec de grands yeux qui regardaient souvent vers le ciel comme en quête de quelque chose de plus grand, elle avait 17 ans et n'avait connu que des difficultés depuis l'âge de 5 ans. C'est l'année où sa mère mourut en couche et où son père épousa Vivian, un commerçant à la langue bien pendue, plus soucieux du profit que de l'éducation des enfants. Son père, autrefois pêcheur en jouets, tomba malade peu après le mariage et mourut sans cérémonie, laissant Sophia à la merci d'une femme qui ne la considérait que comme une nuisance et une bouche à nourrir. Vivian avait elle-même 3 enfants issus de relations précédentes, mais aucun ne vivait avec elle. Elle disait souvent et haut et fort que Sophia était un fardeau qu'elle n'avait jamais demandé. Tandis que Vivian vendait des chaussures d'occasion au marché de Yaba, Sophia nettoyait les toilettes publiques, allait chercher de l'eau pour les voisins et lavait le linge à la rivière pour quelques centimes. Son corps était petit, mais sa force, émotionnelle et physique, était celle d'une femme 2 fois plus âgée. Chaque matin, elle noua son pagne délavé, enfila des pantoufles en caoutchouc craquelé et se déplaça à travers Makoko avec un petit seau en fer et une bassine en plastique. Elle lavait son linge dans un coin au bord de la rivière, le faisait sécher avec ses paumes rougies et le suspendait entre des poteaux en bois où d'autres enfants jouaient. Ses repas étaient irréguliers, parfois juste des produits laitiers trempés dans l'eau de la rivière, d'autres fois des restes d'acura jetés, mais elle ne se plaignait jamais. Pas une seule fois. Dans leur cabane d'une seule pièce, la voix de Vivian résonnait comme le tonnerre. Si Sophia rentrait chez elle avec moins de 500 hommes, elle était accueillie par des insultes et des gifles. Si elle revenait avec plus, Vivian s'en emparait et la prévenait de ne pas s'enorgueillir. « Tu n'auras pas maman, tu n'auras pas papa. Alors reste où tu dois être », crachait-elle, les yeux lançant des éclairs de venin. Sophia parlait rarement. Son silence était son armure. Mais dans ce silence se cachaient des rêves doux et obstinés. Elle gardait sous sa natte un vieux morceau de tissu sur lequel elle avait dessiné des dizaines de patrons de robes au fusain. Son rêve était simple, devenir couturière, créer des vêtements qui seraient un jour portés loin des ruelles inondées de Makoko. Chaque point de ce tissu était une prière qu'elle n'avait pas osé proférer à voix haute, même au vent. Et pourtant, à chaque insulte, à chaque échymose, à chaque lavage au bord de la rivière, le rêve s'enfonçait plus profondément dans son âme. Le soleil venait à peine de se lever sur les toits bruyants de Makoko que Vivian fit irruption dans le marché bondé de Yaba, tirant Sophia par le poignet. Sa poigne était ferme, son visage était tonitruant, et sa voix plus forte que celle du vendeur de tomates et de poivrons. « Voleuse! Cette fille inutile ne m'a pas volé mon argent !» hurla-t-elle en la jetant en avant comme un sac de riz abandonné. Les commerçants et les clients, stupéfaits, se retournèrent à l'unisson. Quelques visages familiers s'immobilisèrent au milieu de la négociation. Une femme a même laissé tomber son panier de légumes. Le drame de Vivian n'était pas nouveau, mais l'accusation du jour était d'une cruauté telle que même les commères habituels se taisaient. Sophia se releva en titubant, la poussière collée à son emballage, le visage brûlant de honte. « Je n'ai rien pris », murmura-t-elle, trop bas pour être entendue. Vivian la repoussa de nouveau. « Alors, où sont les 2000 que j'ai gardés sous le lavabo ce matin? Où? Tu crois que parce que je te garde comme une charité, tu vas porter le jour? Je m'aime, Abei, s'exclama-t-elle, le regard rivé sur la foule qui se formait, impatiente de justifier sa colère. Certaines femmes murmurèrent de pitié, d'autres secouèrent la tête. D'autres, lassées du bruit habituel du marché, se détournèrent. Mais une femme, Mama Oak, la vendeuse et la plante, s'avança. « Ce n'est pas une voleuse, Vivian, » dit prudemment Maman Chêne. « Cette fille m'a lavé les mains hier. Je lui ai donné $300 pour son travail. Si elle vole ton argent, peut-être que maintenant ton garçon de marché doit jouer samedi. » Vivian se retourna. Un sac, pas de bouche à oreille. Elle a des ailes. Une petite fille comme ça, comme je la nourris, je l'habille, d'accord, je sais comment je l'habille, mais je la garde sous mon toit. Un animal ingrat. Sa voix claqua comme un fouet. Sophia ne dit rien. Elle ne protesta pas, ne pleura pas. Elle baissa simplement les yeux, les mains serrées, tandis que la douleur des paroles de Vivian la blessait plus profondément que n'importe quelle gifle. Son silence n'était pas une faiblesse, mais une défense. Parler,
c'était s'exposer à davantage de honte. Pleurer, c'était donner plus d'énergie à Vivian. Le temps que la foule se disperse, Vivian avait jeté un sac en nylon rempli de vêtements usagés sur la poitrine de Sophia et sifflé « Va vendre !» Ne rentre pas sans argent. Elle se retourna et disparut au rayon boucherie, sa voix s'élevant déjà vers le boucher suivant. Sophia s'agenouilla lentement, ramassa le sac et rajusta ses pantoufles. Ses joues brûlaient non pas à cause des coups, mais à cause des ecchymoses invisibles causés par cette fausse accusation. Elle continua néanmoins son chemin, slalomant à travers le marché d'un pas lourd. Elle croisa de nouveau Mama Oak, qui lui glissa une petite bouteille d'eau dans les mains. « Bonne journée, mon Pékinois, dit-elle doucement. Sophia hocha légèrement la tête. Elle ne s'expliquerait pas, elle ne se défendrait pas aujourd'hui. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. La vérité, croyait-elle, finissait toujours par trouver son chemin. Le soleil de l'après-midi était bas, projetant une teinte dorée sur les ruelles de Makoko, tandis que Sophia tenait en équilibre le sac de vêtements invendus sur sa tête. Ses pieds lui faisaient mal à force d'être resté debout toute la journée, et les $400 qu'elle avait gagnés étaient serrés dans sa paume, comme s'ils allaient disparaître. Elle avait passé devant d'innombrables stands, criant les articles que Vivian lui avait lancés plus tôt, mais la plupart des acheteurs n'étaient pas intéressés. À présent, le crépuscule approchant, elle se dirigea vers chez elle, évitant soigneusement les allées enfumées de poissons où Vivian attendait peut-être. Juste avant le pont de bois menant à son côté du bidonville, Sophia s'arrêta au bruit d'un tissu froissé. Une vieille femme était assise au bord de la route, les yeux plissés par-dessus un morceau de tissu de gombo déchiré. Elle s'appelait Mama Rufu, une veuve que tout le monde à Makoko respectait, même si la plupart avaient oublié qu'elle vivait encore seule dans sa minuscule cabane derrière la mosquée. Sophia hésita, puis s'approcha. « Bonsoir, maman », la salua-t-elle doucement. Maman Rufu leva les yeux, surprise, puis sourit doucement. « Ah, Sophia. Je sais même te voir bien. » Mes yeux tremblent légèrement. Je veux réparer ce tissu, mais mes doigts ne m'obéissent plus. Elle souleva le tissu effiloché, c'était un chemisier aux coutures déchirées et aux boutons manquants. Sophia y jeta un coup d'œil et ses doigts la picotèrent. Sans attendre la permission, elle se laissa tomber à genoux, sortit une aiguille et du fil de la pochette cachée sous son peignoir et commença à coudre. Elle travaillait lentement mais avec précision, ses mains gesticulant avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois en secret. Maman Rufu observait en silence, les lèvres légèrement entr'ouvertes d'émerveillement. Lorsque Sophia eut terminé le dernier point, le chemisier semblait à nouveau intact. Elle trouva 2 boutons dans sa pochette, récupérés sur une vieille chemise il y a quelques semaines, et les fixa rapidement. Maman Rufu cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Ta journée de maman aussi, Abei ?» Sophia sourit faiblement. « Oui, maman, avant de mourir. » La vieille femme fouilla dans son sac en plastique et tendit à Sophia un billet de 200 et une demi-miche de pain enveloppé dans du nylon. « Pas trop, mais prends de l'igname. Tu obtiens de l'or pour ta main, mon pkin. Un jour, cette même main te portera loin. » Sophia la remercia et se leva lentement, le cœur battant, non seulement à cause de l'argent ou du pain, mais parce que quelqu'un avait reconnu son don caché. Cette nuit-là, Sophia ne dormit pas. Elle étala ses dessins de tissu griffonnés au fusain sur le sol et les contempla à la lueur des bougies. Jupe à plis superposés, robe aux épaules volantées, étole transformable en robes élégantes, son imagination débordait. Dans une ville où les rêves se noyaient souvent dans la pauvreté, les siens s'accrochaient à la vie avec une obstination farouche. Elle se murmurait doucement, « Un jour, j'ouvrirai ma propre boutique. Je coudrai pour les femmes rondes. Je vais confectionner des vêtements pour la télé. » Dehors, le vent portait sa promesse à travers les toits rouillés de Makoko, inaperçu, mais vivant. Entre les murs immaculés de la villa Ozorock, loin des ruelles sordides de Makoko, la tension bouillonnait comme une marmite à pression prête à exploser. Timothy Richard, fils du président Pascal Richard, arpentait le sol marbré de ses appartements privés, mâchoire serrée, poings serrés. À 27 ans, Timothy était le plus jeune des 3 enfants du président, et pourtant le plus têtu. Contrairement à ses frères et sœurs, héritiers obéissants et soucieux de leur image, Timothy remettait tout en question. Il avait été désillusionné par le monde dans lequel il était né, les poignées de main répétées, les sourires forcés, les gardes du corps et les parties d'échecs politiques qui composaient sa vie. Ce matin-là, une vive dispute avec son père au sujet de la réforme pétrolière à venir avait mal tourné. Timothy avait osé qualifier l'administration d'aveugle aux principes moraux.
Le président, connu pour son sang-froid en public, avait jeté son stylo par-dessus la table et crié « Tu ne comprends pas le sacrifice, Timothy. Tu n'as jamais vécu un seul jour sans confort. » Ces mots résonnaient dans son esprit tandis qu'il fourrait un sweat à capuche dans un sac à dos, avec une vieille carte bancaire, quelques vêtements et une fausse carte d'identité qu'il avait fait imprimer lors d'une farce universitaire. Il n'en a parlé à personne, ni à ses assistants, ni à ses frères et sœurs, ni à ses amis. Pas même à son fidèle chauffeur, Danjuma. Avec l'aide d'un agent de sécurité dont il s'était lié d'amitié, il s'est faufilé par le portail latéral de la villa sous le couvert d'un camion de livraison de linge. Les rues d'Abuja s'étendaient à perte de vue sous ses baskets. Pour la première fois de sa vie, il n'avait ni itinéraire, ni cortège de voitures flamboyantes, ni mur de protection. Il prit un bus de nuit en direction de Lagos, ignorant les regards perplexes des passagers qui lui trouvaient un air familier. Il garda sa casquette basse, la voix plus basse. Lorsqu'il arriva à Achiri le lendemain matin, son téléphone était mort. Personne ne savait où il était, et il s'en fichait. Timothy ne voulait pas simplement disparaître, il voulait vivre quelque chose de réel. Pas des conférences de presse filtrées ni des événements caritatifs organisés, mais la vraie vie. Le genre de vie où l'on se réveille avant le lever du soleil, se bat pour une place dans un danfoss et dort dans la chaleur sans générateur. Il prit le nom de Tony, loua une petite chambre dans une résidence d'Adjigunal, où il faisait face à face, et commença à faire des petits boulots, nettoyer les caniveaux, faire des courses pour les vendeurs de nourriture et se fondre dans le chaos. C'était étrange, mais il se sentait étrangement libre. Chaque jour, il se regardait dans des miroirs fissurés par l'âge et voyait moins le fils du président Pascal et davantage un homme cherchant à découvrir qui il était vraiment. Mais il ignorait que, dans un coin poussiéreux de Lagos, le destin était en train de tisser une histoire bouleversante entre des mains inattendues. L'air était chargé de l'humidité de Lagos tandis que Sophia Clément rentrait chez elle, une bassine métallique remplie de vêtements trempés en équilibre sur sa tête et un seau en plastique à la main. La journée avait été longue, ses bras endoloris par le nettoyage de 3 clients différents au Riverside, et son estomac vide, à l'exception d'une tranche de pain partagée avec Mama Rufu. Au moment où elle tournait au coin menant au pont brisé à la limite de Makoko, là où les eaux de crue engloutissaient souvent sandales et secrets, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. Un homme gisait au pied du pont, la moitié du corps affaissé sur le bord boueux, le visage couvert de sueur et de poussière. Ses vêtements étaient déchirés aux épaules, et son sac à dos, à peine zippé, pendait à côté de lui. Il n'était ni un rabatteur de quartier ni un gamin des rues, il avait quelque chose de différent. Ses mains semblaient douces, non entraînées par le travail. Sa peau, bien que noircie par l'exposition au soleil, portait les traces effacées d'une vie autrefois confortable. Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle. Il n'y avait personne d'autre à proximité. L'espace d'une seconde, elle hésita. C'était Lagos. Aider des inconnus était souvent risqué. Mais quelque chose au fond d'elle, ce même instinct qui l'aidait à survivre chaque jour, lui disait qu'il ne représentait aucune menace. Elle laissa tomber sa bassine et s'accroupit à côté de lui. « Oga ? Tu m'entends » demanda-t-elle doucement. Aucune réponse. Sa respiration était courte mais présente. Sans réfléchir davantage, elle leva son bras par-dessus son épaule et, avec une force surprenante, le traîna sur quelques mètres jusqu'à sa propre cabane. Ce n'était pas grand-chose, une pièce unique avec un toit en zinc qui fuyait et une natte tissée pour dormir, mais c'était mieux que le pont. Elle alla chercher de l'eau dans son tonneau, lui tamponna le front et ouvrit le dernier morceau de gari trempé qu'elle avait caché dans un vieux pot de glace. Elle le nourrit lentement avec une cuillère en plastique. Au début, il eut un léger haut le cœur, puis il avala. Ses paupières vacillèrent, mais il ne dit rien. À la nuit tombée, Sophia étendit sa natte et plaça un drap plié sous sa tête. Elle s'assit contre le mur en bois, les bras autour des genoux, le surveillant. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas d'où il venait. Mais elle savait reconnaître la faim quand elle la voyait. Et l'épuisement. Et la peur. C'était inscrit en lui, gravé dans ses gémissements à moitié conscients et dans le tremblement de ses membres. Le genre de chagrin qui ne vient pas des embouteillages de Lagos ou d'un ragoût renversé, mais de quelque chose de plus profond. Elle murmura dans l'obscurité, « Qui que tu sois, j'espère juste que tu ne me feras pas rejoindre Wallach. » L'homme remua légèrement dans son sommeil, ignorant que la fille qui venait de le sauver avait tissé le premier fil d'une histoire qui allait un jour bouleverser la nation entière. Le soleil matinal filtrait faiblement à travers les fissures de la toiture en zinc,
projetant d'étroits rayons de lumière sur la petite pièce où Sophia était assise aux côtés de l'inconnu en convalescence. Timothy, ou Tony comme il le lui avait dit la veille, groggy, avait réussi à se redresser grâce à son aide, même si ses membres tremblaient encore après des jours de faim et de fatigue. Elle lui offrit encore du gari savonné et un œuf à la coque que maman Rufus lui avait donné plus tôt, le regardant manger en silence. Ses yeux exprimaient quelque chose de lourd, du chagrin ou des secrets, elle ne pouvait le dire, mais elle ne chercha pas à le savoir. Pas encore. Le seul bruit dans la pièce était le léger tintement d'une cuillère dans le bol en plastique et le craquement occasionnel des passants sur l'étroite passerelle en bois. Mais la paix, à Makoko, ne durait jamais longtemps. Elle s'abattait comme le tonnerre. Le crissement strident des pantoufles traînant sur le bois, suivi du claquement de la porte qu'on ouvrait brusquement. « Seigneur! Ce serait pas ça ?» La voix de Vivian transperça la pièce comme un couteau. Elle se tenait sur le seuil, les mains jointes, les yeux écarquillés de fureur, observant Timothy assis, faiblement, sur le tapis de Sophia. « Alors, tu ne transformes pas ma maison en hôtel pour garçons des rues ? Tu peux faire entrer des hommes dans ma chambre, maintenant, Abby » cria-t-elle en se précipitant vers Timothy. Il recula instinctivement, encore trop faible pour se relever. « Ma tante, s'il te plaît, » dit Sophia en se tenant entre eux. « Il le sait bien, je l'ai aidé hier. » Vivian n'attendit pas d'explication. Elle attrapa Sophia par le bras et la plaqua contre le mur. « Tu n'utiliseras pas ta pauvreté pour m'achever. Tu penses que tu vas faire venir Belle dans cette maison, Abby ? Tu ne me déshonoreras pas pour la rue. » La voix de Sophia se brisa. « Je ne fais rien de mal. Il a failli mourir. » Mais Vivian s'était déjà tournée vers le coin où reposait la précieuse trousse à couture de Sophia. D'un geste vif, elle s'en empara, la même trousse délavée qui contenait ses aiguilles, sa craie, ses chutes de tissu et le tissu sur lequel elle dessinait ses motifs. « Alors, cette chose te trompe, Abby » aboya Vivian. Avant que Sophia ne puisse l'arrêter, Vivian se précipita dehors avec. Une odeur de caoutchouc et de tissu brûlé emplit l'air quelques secondes plus tard. Sophia sortit en courant, horrifiée, et vit ses rêves réduits en cendres sur un plateau métallique, les flammes léchant le cœur de tout ce qu'elle avait caché. Les voisins observaient depuis les portes, murmurant sans intervenir. Dehors. Tous deux d'Una. Vivian rugit. Fais sortir Una de chez moi avant que j'appelle la police. D'une main tremblante, Sophia tendit la main vers Timothy, qui se tenait maintenant debout, à peine. Ils partirent ensemble, sans tapis, sans kit, sans plan. Juste le silence. Alors qu'ils quittaient la maison qui n'avait jamais vraiment été la sienne, Sophia ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas. Si elle le faisait, elle craignait que ses genoux ne s'effondrent sous le poids de la perte. Vivian se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras toujours croisés, tandis que des cendres tourbillonnaient dans l'air derrière elle, telle la fumée d'un avenir qu'elle venait de tenter d'effacer. Le doux parfum du pain frais flottait dans les ruelles étroites d'Abitmeta tandis que Sophia, enveloppée dans un tablier surdimensionné et le foulard serré, s'essuyait le front et empilait les pains dans des caisses. La boulangerie appartenait à Madame Gloria, une veuve corpulente à la voix aiguë mais au cœur étonnamment tendre. Un matin, elle avait aperçu Sophia s'attarder près de sa boutique, faible et hébétée, et, après une brève conversation et un sourire hésitant, lui avait proposé un emploi d'emballeuse. « Tu vas balayer, préparer le pain et ne rien toucher, ça ne te sera pas dû, » avait dit Madame Gloria sans détour. « Mais si tu travailles dur, je te paierai chaque semaine. » Sophia acquiesça sans sourciller. Ce n'était pas de la création de mode, mais de la survie. Et cela lui procurait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des jours, la dignité. Timothy, toujours surnommé Tony, passait ses journées à faire des courses pour les commerçantes du quartier. Il transportait des caisses, allait chercher de l'eau et délivrait des messages, sans jamais se plaindre malgré les ampoules qui se formaient sur ses paumes. Le soir, ils retournaient dans leur coin commun sous le pont avec assez d'argent pour acheter du riz et des haricots emballés dans du papier journal. Ils riaient davantage maintenant, des clients impolis, des chauffeurs de danfos bruyants, ou du chat de Madame Gloria qui détestait tout le monde sauf Sophia. Lentement, les blessures de leur ancienne vie s'estompèrent pour laisser place à une sorte de paix. Mais la paix, comme toutes les bonnes choses, ne venait jamais gratuitement. Les murmures commencèrent la 3e semaine. D'abord, ce sont 2 femmes au stand Acura qui les ont pointées du doigt en passant. Regardez-les, ce couple méfiant. Ils ont l'air innocents. Tu ne vois plus ce garçon, ce voyou des rues, murmura l'un d'eux.
Puis ce fut le vendeur de poissons séchés qui refusa de laisser Timothy faire les courses. « Je n'enverrai plus de voleurs pour qu'ils me prennent mon argent », rétorqua-t-il. Sophia avait tout entendu. Elle l'avait ignoré. Elle avait connu pire. Mais les insultes se firent plus fortes. On se demandait comment elle et Timothy revenaient toujours ensemble, pourquoi ils vivaient sous un pont, comment ils survivaient sans voler. Un soir, quelqu'un leur jeta un sachet d'eau sale alors qu'ils marchaient dans la rue. « Sortez de notre quartier, mendiant !» cria une voix. Ce soir-là, Timothy resta assis à côté d'elle en silence. Elle fit semblant de fredonner un air, mais il vit les larmes luisantes qu'elle essayait de dissimuler. « Je vais peut-être chercher un autre endroit, » proposa-t-il. « Laisse-toi un peu d'espace. » Sophia secoua la tête. « On ne fait rien de mal. On survit, tout simplement. » Sa voix était ferme, mais son cœur lui faisait mal. Malgré toute la douleur qu'ils avaient laissée derrière eux, le jugement semblait les poursuivre comme une ombre. Pourtant, ils restèrent. Car l'alternative, abandonnée, n'était gravée dans leur âme ni l'un ni l'autre. La rue où John et Taylor et kiosques se tenaient était toujours animée par le bourdonnement de la vie, les cris des marchands ambulants, le rugissement des klaxons et le rythme rythmé de la musique Fuji qui résonnait dans les radios fêlées. Sa boutique était modeste, construite en bois délavé et en bâche rapiécée, nichée entre un salon de coiffure et un atelier de cordonnier. Mais dans cet espace exigu, les machines à coudre chantaient comme les instruments d'un orchestre, et les tissus colorés drapés sur les murs dansaient de promesses. John elle-même était une femme d'une 60aine d'années, avec des marques tribales gravées sur les joues et une paire de lunettes de lecture accrochées en permanence au bout du nez. Elle tenait son commerce depuis plus de 30 ans et reconnaissait un véritable talent à la façon dont quelqu'un pliait un morceau de tissu. Sophia balayait devant la boulangerie de Madame Gloria lorsqu'elle remarqua John peinant à soulever un grand sac de tissu pour le mettre dans son kiosque. Sans hésiter, Sophia accourut pour l'aider. Tandis qu'elle pliait les tissus en piles bien nettes, le regard de John s'attarda sur ses doigts, la façon dont il lissait les plis, mesurait les espaces sans règle et alignait les motifs à l'instinct. « Tu l'as déjà fait ?» demanda John en plissant les yeux. Sophia hocha la tête. « Petit. J'apprendrai toute seule. Ma mère n'était pas couturière avant de mourir. » Sans un mot, John désigna un coin vide au fond de son kiosque. « Tu pourrais utiliser cet espace. Je sais que je vais devenir apprenti maintenant. Si tu es sérieuse, on va s'en sortir. » Sophia cligna des yeux, stupéfaite. C'était la première porte ouverte qu'elle voyait depuis des années. « Oui, maman. Sérieux. Je vais arriver tôt. Je vais me nettoyer. Je vais. » John l'interrompit avec un petit rire. « Montre-moi juste que tu as du feu à la main. » Ce jour-là, ça suffit. Timothy fut le premier à apprendre la nouvelle cette nuit-là sous le pont, et il sourit comme un garçon qui vient de découvrir de l'or. « On va faire un flyer, » dit-il avec enthousiasme. « Imprime un petit papier, dis aux gens que Sophia est parfaite. » Avec l'argent qui lui restait de ses courses, il trouva un cybercafé et conçut un flyer simple avec le nom de Sophia, un croquis de son adresse et l'adresse du magasin de John. Ils en ont imprimé 20 exemplaires et ont passé une journée entière à les distribuer sur le marché et aux carrefours avoisinants. Timothy les a collés sur les kiosques, les poteaux de rue et même sur les vitrines sales quand les automobilistes ne regardaient pas. Et petit à petit, les clients ont commencé à arriver. D'abord, une institutrice avait besoin de faire ajuster sa jupe. Puis un vendeur de poivre voulait une blouse en pagne délavée. Sophia travaillait avec soin et humilité, ses mains dansant sur le tissu comme si elle recousait sa vie un fil à la fois. La semaine avait été la plus chargée pour Sophia depuis qu'elle utilisait John S. Sewing Corner. Les commandes affluaient plus vite qu'elle ne pouvait les terminer, des emballages de mariage, des uniformes scolaires et même quelques tenues sur mesure pour une petite chorale. À chaque point, Sophia sentait les difficultés s'estomper. Timothy, toujours le meneur de claques silencieux, effectuait les livraisons, marchandait avec les vendeurs de tissus et aidait même à tracer des contours à la craie sur les tissus lorsque la boutique était bondée. Ils partageaient des rires, des repas d'igname rôti et des histoires qui frôlaient la vérité. Timothy ne lui avait toujours pas révélé qui il était vraiment, et Sophia n'insista jamais. C'était comme s'ils avaient conclu un accord tacite. Certains secrets étaient plus faciles à porter qu'à confesser. Ce samedi-là, le temps était maussade, des nuages gris flottaient bas et le vent sifflait à travers les étals étroits du marché. Timothy avait passé la matinée à aider un vendeur de pièces détachées à charger de lourdes caisses sur une camionnette de livraison.
Épuisé et trempé de sueur, il retourna à la boutique Jones au moment même où Sophia épinglait les manches du chemisier d'une cliente. Il déposa un sachet d'eau à côté d'elle et sourit. « Madame Taylor, buvez un peu avant de vous évanouir », la taquina-t-il. Elle rit en lui donnant une légère tape sur le bras. Lorsqu'il se retourna pour partir, son portefeuille glissa discrètement de sa poche arrière, tombant sous le bord de la table de découpe. Sophia le retrouva quelques heures plus tard en balayant. C'était un simple portefeuille en cuir noir, usé et épais. Elle marqua une pause, avec l'intention de le rendre immédiatement, mais la curiosité la piqua. Timothy avait toujours été gentil, travailleur et humble. Mais il y avait des indices, son accent qui se transformait parfois en grammaire soignée, sa façon d'éviter de prendre des photos, ses étranges silences. Elle ouvrit le portefeuille avec hésitation, à la recherche d'une pièce d'identité. Ce qu'elle vit la figea. Sur la carte figurait Timothy Pascal Richard, et le sceau de la République fédérale du Nigeria brillait faiblement à côté de sa photo. Les mots « villa présidentielle »,« identification officielle » la fixaient comme un coup de tonnerre. La poitrine de Sophia se serra. Elle fixa la carte d'identité, puis le chemin désert où Timothy venait de s'engager quelques instants plus tôt. Tout autour d'elle était flou, les bavardages des clients, le ronronnement des machines à coudre, l'odeur d'amidon dans l'air. Elle se sentait étourdie, confuse, trahie. Pourquoi quelqu'un comme lui cacherait-il sa véritable identité? Pourquoi choisir de dormir sous un pont et de faire des petits boulots s'il était le fils du président? Était-ce une blague? Un piège? Son cœur battait la chamade, des questions sans réponse la submergeaient. Elle rangea son portefeuille dans son emballage et quitta la boutique en silence. Cette nuit-là, au lieu de retourner sous le pont, elle resta avec John, prétextant qu'elle devait finir son travail plus tôt. Mais en réalité, elle ne supportait pas de le voir. La confiance était fragile, et quelque chose entre eux venait de se briser. L'atmosphère, entre les imposants murs d'Ossorock, était passée d'un calme mesuré à une panique maîtrisée. Le président Pascal Richard, assis à la tête d'une table en acajou poli dans la salle de conférence de sécurité intérieure, serrait un dossier en papier craft scellé d'une main tremblante. Le contenu n'était pas nouveau, des mises à jour nationales de routine, des notes économiques, des recommandations du cabinet, mais son esprit était loin des questions nationales. Son fils, Timothy Pascal Richard, avait disparu depuis 3 semaines. Et le silence commençait à s'installer à la présidence. Officiellement, personne, hormis la famille proche et quelques proches collaborateurs, n'était au courant. En public, on disait que Timothy participait à un programme confidentiel de politique jeunesse à l'étranger. En privé, les murs de la villa résonnaient de murmures, et même les sols en marbre semblaient plus froids. Activez les protocoles de phase 3, ordonna le président Pascal au général Vincent, le chef de la sécurité au visage sévère. Discret. Pas de fuite dans la presse. Je veux des regards à Lagos, Kaduna, Port Harcourt. Partout. Surtout sur le continent de Lagos. S'il essaie de disparaître, ce ne sera pas sur l'île Victoria. Le général hocha brusquement la tête. Un réseau d'agents secrets était déjà en place depuis la 2e semaine de la disparition de Timothy, mais le président s'engageait désormais dans des eaux plus profondes. Il connaissait son fils. Timothy était têtu, idéaliste et imprévisible, des qualités que Richard père respectait, mais redoutait aussi. Avant la disparition de Timothy, il s'était disputé amèrement, à propos de politique, de pouvoir, de but. Il ne veut pas de cette vie, avait doucement déclaré la première dame la nuit de sa disparition. Et vous ne lui avez jamais demandé ce qu'il voulait vraiment. Dans l'aile privée de la villa, la chambre de Timothy était restée intacte, ses livres toujours empilés, ses costumes repassés en ordre, sa montre posée sur la commode. Chaque matin, le président passait devant la porte sans entrer. Il ne pouvait pas. Il était plus facile d'assister aux conférences de presse que de ressentir la culpabilité qui planait derrière ce panneau de chêne. Pendant ce temps, la tension politique grondait comme des nuages d'orage. Les membres du cabinet ont commencé à interroger avec prudence le président sur son humeur. Des émissaires internationaux ont constaté des rendez-vous manqués. Quelques politiciens ambitieux et partis d'opposition ont évoqué à voix basse l'instabilité familiale et le manque de transparence. La nation l'ignorait encore, mais une crise secrète se déroulait au cœur de ses dirigeants. Dans son bureau, le président Pascal Richard contemplait une photo encadrée du jeune Timothy serrant la main d'un dirigeant mondial lors d'une tournée diplomatique. Sa mâchoire se serra.
trouvez-le, répéta-t-il à son assistant principal avant de clore la réunion. Et si vous le faites? Ne le ramenez pas de force. Laissez-le choisir. Les mots flottaient dans l'air, lourds de regrets, teintés de nostalgie. Quelque part dans les rues de Lagos, son fils unique marchait inaperçu, tandis que l'institution la plus protégée du pays observait le monde sans révéler qu'elle avait perdu une partie d'elle-même. Le soleil était à peine levé au-dessus de l'horizon de Lagos que le chaos commença. Sophia était en train d'ourler l'emballage d'un client chez John S. Kiosque, concentrée sur le rythme de l'aiguille de la machine à coudre, lorsque le crissement des pneus fit sursauter le matin. Un SUV noir aux vitres teintées s'arrêta au bord de la route, flanqué de 2 berlines. Des policiers en uniforme sortirent avant même que la poussière ne retombe. Leurs bottes heurtèrent violemment le trottoir. En quelques secondes, le brouhaha du marché se tut, comme si le souffle de la rue avait été volé. « Êtes-vous Sophia Clément » aboya un policier en s'avançant vers le kiosque. Elle se leva lentement, les yeux clignant de confusion, son aiguille toujours à la main. Oui. Ça n'arriverait pas. Avant qu'elle puisse se lever complètement, il l'attrapa par le poignet et le lui tordit dans le dos, le faisant claquer comme de l'acier froid. Vous êtes en état d'arrestation pour l'enlèvement de Timothy Pascal Richard, fils du président de la République fédérale du Nigeria. Le marché explosa de stupeur. John laissa tomber le rouleau de tissu qu'elle tenait. Un enlèvement? Dieu nous en préserve. Sophia ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle était trop sonnée pour se battre, trop hébétée pour crier. Elle a seulement réussi, je le sais, à kidnapper quelqu'un. Ils l'ont traîné devant des marchands hurlants et des spectateurs effrayés. Certains murmuraient qu'ils avaient toujours su qu'elle cachait quelque chose. D'autres pleuraient ouvertement. Ne le ferait-elle pas? Cette fille est si belle. John cria en les poursuivant. Sophia, la tête qui tournait, ne pensait qu'à la carte d'identité qu'elle avait trouvée. Ses doigts avaient tremblé en la tenant ce jour-là, mais jamais elle n'avait imaginé une chose pareille. Ils la poussèrent sur la banquette arrière, ignorant ses protestations, sa réputation s'effondrant sous elle comme des éclats de craie sur le béton. Au moment où le SUV commençait à s'éloigner, une silhouette surgit de la foule. « Attendez !» La voix de Timothy trancha le brouhaha, claire et autoritaire. Il était essoufflé, les yeux écarquillés par la panique. Les officiers marquèrent une pause. Il s'avança, retira sa casquette et sortit sa vraie carte d'identité de sa poche. « Laisse-la partir. Elle ne m'a pas kidnappé. Elle m'a sauvé la vie. » Le commandant le regarda, incrédule. « Monsieur. C'est toi qui dis ça? » Timothy hocha la tête. « Je suis Timothy Richard. Elle m'a nourri quand je n'avais rien. Elle ne connaît même pas toute l'histoire. C'est une erreur. » Il y a eu un silence. Le genre de silence qui n'arrive que lorsque la vérité perce la confusion. Les menottes furent retirées. Sophia sortit lentement, encore sous le choc, les bras engourdis. Timothy se tenait devant elle, ne se cachant plus. Mais le mal était fait. Sophia ne parlait pas. Elle se détourna simplement de lui et retourna au marché, les jambes tremblantes. Car même s'il l'avait finalement sauvée, la blessure de la trahison, celle des secrets gardés, était déjà gravée dans sa confiance. Les jours qui suivirent la libération de Sophia s'écoulèrent dans un silence lent et étrange. Bien qu'elle soit retournée au kiosque John S. et ait repris sa couture, quelque chose en elle avait changé. Elle parlait à peine à Timothy, qui restait désormais hors de vue la plupart du temps, respectant son espace. Les clients continuaient de venir, peut-être même plus qu'avant, certains curieux au sujet de la jeune fille autrefois accusée d'avoir kidnappé le fils d'un président, d'autres simplement attirés par son talent. Sa main cousait comme si rien n'avait changé, mais son cœur s'efforçait de recoller les morceaux de confiance déchirés. Alors que la vie reprenait son cours fragile, le passé refit surface, couvert de poussière. Tout commença par un cri au bout du marché. « Alors, tu entends qu'elle se cache? Tu entends qu'elle cache mon argent ?» Vivian sa voix, inimitable et amère, coupait le brouhaha des vendeurs et le grésillement des acras en train de frire. Les commerçants se retournèrent. Les enfants s'arrêtèrent en plein jeu. Et elle était là, Vivian Clément, enveloppée dans une dentelle verte criarde, la galère inclinée agressivement sur sa tête, marchant à grands pas dans le marché comme si elle en était propriétaire. « Sophia. Sors. Tu crois que tu vas courir vers ma coco et atteindre le continent pour m'échapper » hurla-t-elle.
Sophia se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité. John sortit avant que Sophia ne puisse réagir, les sourcils froncés. Madame, pourquoi faites-vous vos courses pour quelqu'un? Vivian se dirigea droit vers le kiosque, les bras ballants comme des massues. Cette fille me complimentait de haut en bas, me soulevait. Je la nourrissais. Je suis en vêtements. C'est mon argent qu'elle utilise pour m'aider. Elle me doit quelque chose. Sa voix montait en intensité à chaque mot, attirant de plus en plus de spectateurs. Sophia sortit silencieusement, tremblante mais ferme. Je ne te dois rien, Vivian, dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était. Tu brûles tout ce que j'ai. Tu me poursuis comme une comète. Tu t'en fiches si je meurs. Vivian Histon fit un mouvement comme si elle allait se jeter sur l'eau, mais une jeune femme dans la foule s'avança. On ne vous laissera pas la toucher, dit-elle sèchement. Une autre femme, puis un homme, et bientôt la foule s'épaissit, se tenant entre Vivian et Sophia. Elle travaille dur ici. Qu'est-ce que tu fais pour lui depuis, a crié un commerçant. Maintenant, quand elle commence à se lever, tu montres ton visage, a ajouté un autre. La fureur de Vivian s'estompa lorsqu'elle réalisa que la foule n'était plus avec elle. Personne ne la regardait avec peur, seulement avec dégoût. Quelqu'un jeta même un sachet d'eau à ses pieds, éclaboussant son emballage. Allez, vas-y, hurla un adolescent. Humilié, Vivian cracha par terre et s'enfuit en hurlant des jurons que personne n'écoutait. Alors que la foule commençait à se disperser, Sophia resta silencieuse, non pas triomphante, mais bouleversée. Pour la première fois, quelqu'un, beaucoup de gens, l'avait défendue. Non pas par nécessité, mais parce qu'elle était enfin devenue quelqu'un qui valait la peine d'être défendu. L'invitation arriva de la manière la plus inattendue, pliée dans une petite enveloppe couleur crème, glissée sous le bord de la table de découpe de John S. Shop. Sophia avait failli le jeter, pensant qu'il s'agissait d'un prospectus de tailleurs locaux ou d'église, jusqu'à ce qu'elle y voie son nom écrit à la main, en cursive délicate. Elle l'ouvrit prudemment et lut le bref message, « Je te dois la vérité. Ce soir, 19h. Grand Armani Hotel, T. » Ses mains tremblaient légèrement, sans se l'avouer. Cela faisait des jours qu'elle n'avait pas échangé plus de 2 mots avec Timothy. Depuis son arrestation et la révélation dramatique qui avait suivi, ses émotions étaient passées de la trahison à la confusion, en passant par une tristesse sourde. Mais elle n'avait pas cessé de penser à lui. De qui il était. Et de qui il prétendait être. Ce soir-là, elle arriva à l'hôtel, enveloppée dans une robe empruntée que John avait cousue pour un mariage religieux. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon soigné et ses paumes étaient moites de nervosité. Le grand Armani ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu, d'imposants murs de verre, des éclairages cerclés d'or et des valets qui semblaient n'avoir jamais marché dans la boue. Lorsqu'elle entra dans le hall, tous les regards semblèrent la suivre. Elle se sentait douloureusement déplacée, comme un fil dans un tissu incohérent. Mais elle le vit alors, lui, Timothy, qui attendait près d'une table réservée dans un coin, près d'une cascade. Il se leva en la voyant, vêtu simplement mais avec une dignité tranquille qui lui rappela combien il était loin des rues poussiéreuses de Makoko. Ils restèrent assis, et pendant un moment, le silence plana comme un rideau entre eux. Finalement, Timothy prit une inspiration. « Mon nom complet est Timothy Pascal Richard, dit-il doucement. Fils du président. Mais je ne suis pas ici pour parler politique. Je veux juste que vous le sachiez. Je n'avais jamais prévu de mentir. J'avais juste besoin de disparaître. » Il lui raconta tout, sa dispute avec son père, son évasion de la villa, sa culpabilité, sa confusion, sa quête de vérité. « Et puis je t'ai rencontré, » ajouta-t-il d'une voix plus douce. « Et tu m'as donné à manger, sans savoir que j'étais quelqu'un d'important. Tu m'as donné un abri. Tu m'as donné de la clarté. » Sophia écoutait, l'expression indéchiffrable, le cœur lourd d'émotions qu'elle ne pouvait encore nommer. « Je comprends ta colère, » continua-t-il. « Mais je veux que tu saches que le temps que j'ai passé avec toi n'était pas un jeu. Tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais connue. » Sophia ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux sur ses mains, puis le regarda de nouveau. « Tu aurais dû me le dire, » dit-elle, sans accuser, juste honnêtement. « Mais... merci de l'avoir enfin fait. » Pour la première fois depuis que leurs chemins s'étaient croisés, il n'y avait plus de masque entre eux, plus de faim, plus de secret, plus de peur. Juste 2 personnes issues de mondes si différents, assises à la même table, en quête de ce que seul l'autre pouvait leur offrir.
L'invitation, transmise par un conseiller personnel, est officielle, brève et précise. Le président Pascal Richard vous prie de bien vouloir vous présenter à Osso Rock Villa. 10 heures précises. Habillez-vous convenablement. Sophia lut le mot 3 fois, son souffle s'arrêtant à chaque fois que son regard croisait le nom. Elle sentait le poids de ces mots dans sa poitrine, plus lourd que tout ce que Vivian lui avait jamais lancé. Le président Pascal Richard. L'homme dont elle avait, sans le savoir, hébergé le fils sous un pont. L'homme dont le titre à lui seul pouvait faire taire une rue entière. Elle n'avait pas sollicité ce rendez-vous, ne s'y attendait pas, mais au fond d'elle, elle avait toujours su qu'il viendrait. Le véhicule noir qui arriva ce matin-là ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait déjà vu. Les sièges étaient en cuir souple, la climatisation douce mais froide, et le conducteur silencieux, hormis un hochement de tête en guise d'acquiescement. Sophia était assise, les mains jointes sur ses genoux, vêtue d'une longue robe bleu marine empruntée à John, les cheveux soigneusement tressés en chignon. Alors que le convoi franchissait les portes sécurisées d'Osso Rock, son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de l'immensité de ce qui l'attendait. Elle s'entraînait mentalement à ce qu'elle allait dire, mais chaque mot lui semblait soit trop faible, soit trop fier. Lorsque la voiture s'arrêta enfin, une assistante silencieuse ouvrit sa portière et la conduisit dans le bureau présidentiel. Le président Pascal Richard se tenait près de la fenêtre, les mains derrière le dos, observant le jardin au loin. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra. « Assieds-toi » dit-il calmement. Sa voix était pleine de force et de calme. Sophia obéit sans un mot. Le silence entre eux resta long et tendu. Lorsqu'il se retourna enfin, son regard la parcourut comme un scanner, la scrutant, la testant. « Alors, c'est toi la fille » dit-il d'un ton neutre. « Celui avec qui mon fils a choisi de disparaître. » Sophia déglutit. « Je ne savais pas qui c'était, monsieur, je vous le jure. J'ai seulement aidé quelqu'un qui avait faim. » Sa voix était posée, sans répétition. Juste honnête. Le président la stabilisa, impassible. Vous l'avez nourri, hébergé, mis votre sécurité en danger, et pourtant, vous voilà. Rien à redire. Pas de drame. Il se dirigea lentement vers son bureau, prit un dossier, puis la regarda. Pourquoi n'as-tu rien demandé en retour? Sophia fronça les sourcils. Parce qu'on ne trahit pas. J'ai juste fait ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. Il y avait quelque chose dans son ton, ferme mais sans vantardise, humble sans bravoure, qui fit s'arrêter la présidente. Il referma le dossier sans le lire. Pour un homme qui avait bâti sa carrière en naviguant sous les masques du pouvoir, il savait reconnaître un visage. Et cette fille, pourtant issue des quartiers les plus pauvres de la ville, ne portait que la vérité. Il ne sourit pas. Mais il ne la repoussa pas non plus. « Je vois » dit-il après un long moment. « Tu peux partir. » Alors qu'elle se levait pour partir, il ajouta, « Dis à Timothy que je veux le voir. Et merci pour ce que tu lui as donné et que même moi, son père, je n'ai pas pu lui donner. » Sophia hocha la tête et sortit discrètement, inconsciente des soupçons qui planaient sur elle. La nouvelle ne fut pas révélée par les journaux ou les gros titres de la télévision, mais par des murmures, ces paroles sournoises et insaisissables qui se propagent plus vite qu'un feu de forêt ou un harmattan sec. Tout commença par une photo floue. Timothy Richard, le fils insaisissable du président, sortait d'un SUV noir et ouvrait la portière à une jeune femme à la peau sombre vêtue d'une modeste robe bleu marine. Ils restèrent devant l'hôtel Grand Armani, juste le temps qu'un membre du personnel de hockey prenne une photo et l'envoie à un blog People. En quelques heures, le titre du blog était « Le fils du président aperçu avec une mystérieuse fille des bidonvilles, qui est-elle ?» Internet explosa. Et en quelques jours, le nom de Sophia se retrouva dans la bouche d'inconnus qu'elle n'avait jamais rencontrés. Au début, Sophia n'en savait rien. John l'avait protégée, tout comme Timothy, qui essayait de contrôler l'information dans les médias. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les clients du kiosque commencent à poser des questions étranges. C'est faux, dites-vous, ainsi que le président Pékin d'aider. Je vous en prie, ne nous oubliez pas quand vous entrerez à la Villa Haut. Certains se moquèrent. D'autres ricanèrent. Une femme entra en prétendant passer une commande, mais elle enregistra secrètement Sophia et la publia en ligne. La légende de la vidéo disait, de Bridge à Osso Rock, Lagos Taylor aurait attrapé le fils du président. Sophia l'a découvert lorsqu'une boulangère est entrée en courant, agitant son téléphone, et lui a montré la vidéo. Elle a fixé l'écran comme si c'était un inconnu.
Je sais même comment gérer Facebook, murmura-t-elle, stupéfaite. La célébrité était arrivée, vite et sans pitié. Mais la véritable tempête a commencé avec Zara Okoye. Fille d'un sénateur influent, étudiante en mode international et future épouse de Forrest Timothy, candidat pressenti depuis longtemps, elle était depuis des années présentée aux dîners d'État et aux cérémonies diplomatiques. Grande, claire de peau et instruite, Zara était, pour la haute société de Lagos, l'épouse idéale du fils du président. Lorsque la rumeur de la liaison de Timothy avec une fille de Makoko lui parvint, elle ne cria pas et ne jeta pas d'objets, elle agit. Son père a manipulé les ficelles pour répandre de fausses histoires sur le passé de Sophia, arrestation pour vol, allusion tordue à une arrestation injustifiée, ancien travail d'hôtesse de boîte de nuit, mensonge, absence d'éducation ni de milieu familial digne d'intérêt. Soudain, de nouveaux titres ont émergé. La première famille ignore-t-elle le protocole? Passer du bidonville au dîner d'État, un dangereux précédent? Un animateur radio a même ri pendant une émission, demandant « Et après ?» Épouser un vendeur d'Acura au bord de la route? Sophia, bouleversée et dévastée, était assise tranquillement dans la boutique de John S., la tête baissée, les mains libres pour la première fois depuis des semaines. « N'allez, dit John d'un ton féroce, ils ne te traîneront pas dans la boue, tu ne tomberas pas dedans. » Timothy arriva plus tard dans la soirée, furieux mais calme, le visage sombre. « Je m'en occupe, dit-il. » Mais Sophia savait que plus on s'élevait, plus le monde s'efforçait de nous faire tomber. Et maintenant, ses poings ne se limitaient plus au tissu, il maintenait sa dignité, fil après fil. L'invitation était présentée sur du papier ivoire gaufré, remise en main propre par un assistant du gouvernement. Sophia le contempla avec incrédulité. Il s'agissait d'une demande officielle du bureau de la Première Dame pour concevoir et présenter une collection capsule lors du prochain Gala de l'Unité, un événement politique prestigieux auquel participeraient dignitaires, partenaires internationaux et dirigeants nigérians les plus influents. Le thème, un nouveau Nigeria ancré dans l'héritage. Cette opportunité était plus qu'une avancée décisive, c'était une déclaration. Malgré les rumeurs, les murmures et les tentatives de salir sa dignité, quelqu'un avait vu son travail et voulait le faire connaître au monde entier. Pourtant, Sophia hésitait. Elle n'avait ni marque, ni studio, ni équipe. Mais elle avait du fil, des aiguilles et ses mains. Cela lui avait toujours suffi. Avec l'aide de John et le soutien discret de Timothy, Sophia se consacra à la préparation. Elle transforma la cara, la dentelle et l'azuoc en de nouveaux modèles audacieux, mêlant tradition et innovation. Ses doigts saignaient. Ses yeux s'étaient voilés après des nuits blanches. Mais lorsque le soir du gala arriva enfin, elle se tenait à l'entrée de l'Eco Convention Center, vêtue d'une robe aux coutures dorées de sa confection, la tête haute, le cœur battant la chamade. Timothy l'observait de loin, pas à côté d'elle cette fois, mais suffisamment près pour que leurs regards se croisent lorsqu'elle entra dans la salle. Elle sourit, à peine, puis se tourna vers la scène. Juste au moment où son nom fut annoncé et où ses mannequins commencèrent à défiler, le premier cri résonna dans la salle. Mensonge. Elle n'est pas celle que vous croyez. Une femme a fait irruption par les portes de sécurité, la tête ligotée, le visage tordu de rage. Vivian. La foule haleta. Les flashs des appareils photo se mirent à clignoter. Les agents de sécurité s'avancèrent. Nami a élevé cette fille. C'est une voleuse. C'est une Chao. Ils nous mentent, hurla Vivian, pointant un doigt tremblant tandis qu'elle s'élançait vers la scène. Sa voix résonna comme du verre brisé dans une salle pleine de puissance et de raffinement. Le chaos régnait dans le public. Sophia se tenait immobile au bord de l'estrade, le corps tremblant, mais le visage calme. Elle ne bougeait pas. Elle n'a pas bronché. Elle ne s'est pas défendue. Elle a simplement attendu. Un membre de la sécurité du président a rapidement intercepté Vivian, la tirant en arrière tandis qu'elle se débattait et criait. Puis, un silence s'est installé dans la foule. L'une des assistantes de la Première Dame s'est approchée du micro et s'est éclaircie la gorge. « Mesdames et messieurs, a-t-elle déclaré avec fermeté, ce soir, nous ne célébrons pas les origines. Nous célébrons le génie. Les créations que vous allez voir sont l'œuvre de mademoiselle Sophia Clément, et ce sont ses mains, et non son passé, qui parlent pour elle. » Les applaudissements fusèrent. Sophia cligna des yeux pour chasser le pincement au cœur et hocha la tête. Ses mannequins reprirent leur marche. La musique revint. Et tandis que ses robes flottaient sur le podium telles des histoires cousues de soie,
Sofia se tenait immobile sous les projecteurs, digne, provocante et invaincue. Vivian fut escorté dehors, son bruit s'estompant derrière des portes de sécurité. Mais le silence de Sofia persistait, un silence qui résonnait plus fort que n'importe quelle accusation. Le soleil se levait doucement sur l'île Victoria, projetant une douce lueur sur une boutique modeste mais magnifiquement conçue, nichée entre deux rues tranquilles. Au-dessus de l'entrée, en lettres dorées et épurées, étaient inscrits les mots Clément et Phil. À l'intérieur, de grandes fenêtres laissaient entrer la lumière sur des mannequins drapés de vibranacura, de soie et de dentelle. Des tables de couture bordaient le fond, chacune équipée de machines neuves. L'odeur de la boutique, de peinture fraîche, d'amidon de tissu et de renouveau était enivrante. C'était un cadeau, auquel Sofia ne s'attendait pas, et pourtant, un cadeau qu'elle avait mérité à chaque piqûre, chaque larme essuyée en silence et chaque pas accompli avec dignité. Le président Pascal Richard avait fait cette annonce discrètement, sans médias. Ce n'est pas de la charité, lui avait-il dit lors d'un entretien privé. C'est une reconnaissance. Vous avez contribué à la renaissance de mon fils et, ce faisant, m'avez rappelé un autre type de leadership, celui qui écoute l'invisible. Avec la boutique, j'ai trouvé un appartement de 2 chambres à proximité, entièrement meublé, propre et sécurisé. Pour la première fois de sa vie, Sofia avait un espace bien à elle. Pas de toit qui fuyait, pas de latrine à fosse partagée, pas de locataire ronflant pressé contre son mur. Juste la paix, le tissu et la liberté. Le jour de son emménagement, elle tomba à genoux au milieu de sa nouvelle chambre, murmurant des prières, les lèvres tremblantes. Mais la paix, comme toujours, suscitait l'envie. Vivian revint un soir à la faveur de la nuit, son peignoir noué haut, ses pantoufles raclant le carrelage de l'entrée de la boutique. Elle avait entendu parler de la boutique, qui n'en avait pas entendu parler? Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre dans les bas-fonds, et l'idée que Sofia possède désormais un commerce et une maison lui semblait une attaque personnelle. Elle attendit qu'un employé sorte pour la livraison, puis franchit le portail ouvert et se glissa jusqu'à la porte, un crochet en fil de fer rouillé à la main. La porte d'entrée de la boutique était verrouillée, mais Vivian insista. « Je vais te donner une leçon, murmura-t-elle. Tu crois voir l'aube arriver? Maintenant, je te donne la vie, et je peux encore la récupérer. » Ce qu'elle ignorait, c'est que la boutique était équipée de caméras de sécurité silencieuses et d'un poste de garde juste derrière la ruelle. Dès qu'elle glissa le fil dans la serrure, une alarme silencieuse se déclencha. Quelques minutes plus tard, un fourgon de sécurité s'arrêta. Vivian fut surprise en plein cambriolage, jurant et crachant tandis qu'on la relevait. « Maintenant mon Pékinois. Maintenant ma fille, hurla-t-elle. Mais les policiers l'ignorèrent. On l'a reconnue après l'incident du gala. Encore une fois, marmonna-t-il en secouant la tête. Ils l'ont placée dans le véhicule sous le regard silencieux des voisins, certains filmant avec leur téléphone. Sofia arriva plus tard, informée de l'incident par son équipe. Elle se tenait sur le seuil de sa boutique, une odeur d'amidon et de calme l'enveloppant. Elle ne dit rien en regardant la camionnette s'éloigner avec Vivian à l'intérieur. Pas de malédiction. Pas de larmes. Pas de triomphe. Juste une résolution silencieuse. Car pour Sofia, la plus grande vengeance n'avait jamais été de crier ou de riposter, mais de s'élever, doucement mais indéniablement, au-dessus de tout ce qui était destiné à la briser. La boutique était silencieuse ce soir-là, baignée de la chaude lueur ambrée des lumières suspendues, tandis que le dernier client sortait et que les portes d'entrée se verrouillaient doucement. Sofia se déplaçait entre les mannequins, ajustant les ourlets et repliant les tissus d'une main experte. Elle ignorait pourquoi un membre du personnel lui avait demandé de rester plus tard, prétextant une livraison surprise d'un client. Mais quelque chose de différent flottait dans l'air, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Juste au moment où elle atteignit la réception, les lumières s'éteignirent légèrement et une douce musique se fit entendre des haut-parleurs dissimulés au plafond. Elle se retourna, perplexe, et découvrit Timothy debout au centre de la boutique, un bouquet d'hibiscus blanc à la main, les yeux rivés sur elle. Il portait un simple cafetan couleur crème, les cheveux fraîchement coupés, une posture calme mais manifestement nerveuse. Sofia se figea. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle d'une voix presque chuchotée. Timothy s'avança et déposa les fleurs sur une table, à côté d'une de ses robes inachevées. « J'ai pensé à tous les endroits de Lagos, commença-t-il, hôtel, restaurant, jardin. Mais aucun ne me convenait. Car le plus bel endroit que j'ai jamais connu est celui que l'on a construit de ses propres mains.
Il lui prit doucement la main et posa un genou à terre sur le carrelage poli. « Sophia Clément. Tu m'as vu quand j'étais perdu. Tu m'as donné à manger, à me loger et à m'espérer avant même de savoir qui j'étais. Et même après l'avoir découvert, tu es resté fidèle à toi-même. Je ne veux pas d'une vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» La boutique était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de la musique, entrecoupé du léger cliquetis de ses ciseaux de couture, quelque part derrière le rideau. Sophia le fixait, les yeux écarquillés, le cœur battant. Son voyage se rejouait dans une inondation, les coups infligés à Vivian, la lessive au bord de la rivière, le repas donné à un inconnu inconscient, le sommeil sous un pont, la fausse arrestation, l'humiliation. Tout cela l'avait menée jusqu'ici. Elle n'avait pas pleuré. Au contraire, elle avait souri, chaleureuse, sereine et pleine de paix. « Oui, dit-elle simplement. Oui, je le ferai. » Plus tard dans la semaine, un dîner tranquille eut lieu à la villa présidentielle. Pas de caméra. Pas de presse. Juste la famille Richard, quelques proches collaborateurs et John, assis fièrement à côté de Sophia. Le président Pascal leva son verre tandis que Timothy se tenait aux côtés de sa fiancée, leurs doigts entrelacés comme des fils, dans une scène parfaite. « Elle m'a rendu mon fils, dit-il, et je n'aurais pas pu faire mieux. » Ces mots n'étaient pas grandiloquents, mais son ton était empreint de vérité. À cet instant, Sophia comprit qu'elle n'était pas seulement accueillie dans une famille, mais reconnue comme son égale. Non pas à cause de qui était Timothy, mais à cause de qui elle avait toujours été. Le soleil se leva sur l'île Victoria avec une douceur dorée, projetant de longues ombres sur la cour d'un immeuble récemment construit, niché au coin d'une rue tranquille. Le panneau à l'entrée indiquait en lettres grasses et gracieuses « Des Richard Academy for Girls », là où les rêves se réalisent. Ce n'était pas seulement une boutique. C'était une vision. Un lieu que Sophia Clément avait imaginé des années auparavant, orpheline affamée, accroupie sous un pont. Aujourd'hui, il se dressait fièrement, ses murs couleur crème, tapissés de motifs peints à la main représentant des aiguilles, du fil et des fleurs épanouies. À l'intérieur, l'air bourdonnait non pas de machines, mais de voix, de jeunes filles en chemisiers assortis en pagne, certaines âgées de 10 ans à peine, assises devant des tables à coudre, carnets de croquis à la main, les yeux écarquillés d'émerveillement. La plupart venaient de bidonvilles, d'orphelinats et de foyers brisés. Tous étaient des survivants du silence. Tout comme elle l'avait été autrefois. Sophia traversait le couloir d'un pas mesuré, vêtue d'un blazer blanc impeccable et de ballerines marron, les cheveux enveloppés d'un foulard doré soigneusement noué sur le côté. L'espace avait été entièrement financé grâce à une subvention spéciale annoncée discrètement par le président Pascal Richard, même si Sophia insistait pour que l'accent soit mis sur les filles, et non sur ses relations. À l'entrée, une petite plaque de bronze attirait l'attention de tous les visiteurs. On pouvait y lire, à la fille à qui l'on avait dit que son fil était trop petit, « Cet endroit est pour toi ». Chaque fois qu'elle passait devant, Sophia souriait, non par fierté, mais par détermination. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait cousu quelque chose de durable à partir des chutes que la vie lui avait données. Devant le portail, derrière une clôture rouillée, partiellement dissimulée par des arbres ondulants, une femme observait silencieusement. Son peignoir était délavé, ses pantoufles usées, et son regard, autrefois perçant de colère, était désormais terni par le regret. Vivian Clément, les bras croisés, s'appuyait contre la clôture tandis que les enfants passaient devant elle en riant et en bavardant avec enthousiasme. Elle ne dit rien. Elle n'osait pas s'approcher. Personne ne lui avait adressé la parole depuis son arrestation, des mois auparavant. La nouvelle s'était rapidement répandue que sa fille, bien que jamais officiellement adoptée, était ressuscitée. Vivian ne la voyait plus comme la fille qu'elle grondait ou giflait, mais comme quelque chose d'inatteignable, quelqu'un qu'elle avait tenté de détruire mais qui refusait d'être brisé. Elle repensa à tous les jours où elle avait traité Sophia d'inutile. Et maintenant, l'enfant qu'elle méprisait construisait son avenir à partir de l'aiguille et du fil qu'elle avait autrefois brûlé. Sophia, debout près d'une grande fenêtre, aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Elle ne bougea pas. Elle ne fit pas signe de la main. Elle se tourna simplement vers les élèves et désigna un rouleau de tissu. « Maintenant, dit-elle en souriant, qui peut me montrer comment tracer une courbe pour une coupe princesse ?» La classe éclata de rire et de mains levées. La vie avait repris son cours. Et Sophia, autrefois une jeune fille aux mains chargées de cendres et au ventre rempli de rêves, était désormais une femme qui avait tissé force, amour et sens, une maille à la fois. Fin de l'histoire.
Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.